Bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous voilà de retour. Donc, comme vous l'avez compris, on se retrouve maintenant tous les mardis, hein. Pendant le confinement, c'était le mardi et le jeudi. Et depuis un petit moment, maintenant, c'est tous les mardis. Alors, j'ai pas compté d'ailleurs combien de personnes j'ai pu interviewer depuis. Mais il me semble que ça doit faire quand même plus d'une vingtaine. Enfin, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est vraiment un magnifique outil pour vous présenter des personnes qui méritent d'être connues, qui sont pas assez connues. Et pourtant, moi, j'estime à chaque fois qu'ils sont quand même plutôt connus dans ce que j'appelle leur biosphère. Et puis, ça sort pas forcément de ça. Et donc, je me dis à chaque fois, si cet outil peut permettre de mettre en lumière des gens qui sont juste extraordinaires, c'est chouette. Alors, je vous rappelle des petites choses parce que c'est bon de le rappeler. Bonsoir Lydie, merci pour ton petit message. Je vous rappelle donc le film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est en accès gratuit sur YouTube donc depuis le 20 mars dernier. C'était donc la journée mondiale du bonheur. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, tous les ans, le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Et pendant le confinement, j'en avais profité pour vous offrir le film en accès gratuit. Et j'ai décidé, après le confinement, finalement, de laisser le film en accès gratuit à vie sur YouTube, parce que vous êtes déjà plus de 800 000 personnes à l'avoir vu pendant le confinement. Et donc, je trouve ça énorme, parce que je continue encore tous les jours à recevoir vos messages, et je vous remercie, parce que ça me fait vraiment déjà beaucoup de bien de lire des messages qui sont remplis d'amour. Et donc, ça me pousse encore plus justement à vous l'offrir, ce film, parce que j'ai vraiment le sentiment qui contribue à accélérer les prises de conscience, et c'est un petit peu mon leitmotiv quand même depuis 17 ans, en tout cas d'apporter un regard différent. Donc je suis très content de tout ça. N'hésitez pas à vous le faire tourner entre vous, hein, c'est simple, hein, vous allez sur YouTube et vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous, et vous tomberez sur le film. Je vous rappelle aussi que donc, du coup, il y a une suite que j'ai réalisée qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. J'avais commencé à faire une tournée, donc j'étais parti au Maroc, en Belgique et en Suisse avant le confinement. Ça s'est super bien passé, l'accueil était vraiment exceptionnel, un peu comme ce que j'avais vécu avec le film C'est quoi le bonheur pour vous, il y a 4 ans en arrière maintenant. Et puis tout a été mis sur pause, donc du coup on vous a fait une petite offre spécifique pendant le confinement où vous pouviez avoir le film 50% de réduction si je dis pas de bêtises, et donc vous avez été nombreux à le télécharger, mais sachez qu'il est évidemment donc toujours en ligne, hein, vous le trouvez sur educationalternative.fr. C'est un très bon outil à regarder en famille, évidemment, à regarder aussi dans vos écoles si vous êtes enseignant entre enseignants. Ça peut être très intéressant aussi d'échanger avec les élèves. Ces deux films, C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, ont vraiment pour objectif d'amener un peu le débat, là en l'occurrence autour de l'éducation, et C'est quoi le bonheur pour vous autour du bonheur, parce que pour moi c'est vraiment des questions qui sont fondamentales, et une fois de plus, comme je le dis très souvent, tout part de l'éducation, donc si on peut amener les enfants le plus tôt possible à tendre vers le bonheur, je pense qu'on leur fait un vrai cadeau. Et pour finaliser, je vous rappelle donc du coup le 4e congrès innovation en éducation qu'on organise donc le 24 et le 25 octobre à Paris dans l'espace Charenton. On est très contents, tout se goupille parfaitement pour le moment, tout est très fluide. J'étais à Paris il y a une semaine maintenant pour retourner dans la salle, rencontrer de nouveau le propriétaire. Et au moment où on a été le voir, il venait juste d'obtenir une accréditation de la mairie de Paris qui l'autorise justement à organiser des événements, parce que ça, c'est son métier. Donc, c'était un peu la cerise sur le cadeau, sur le gâteau ce jour-là, parce que du coup, on va vous accueillir dans de très bonnes conditions dans ce contexte mondial. Et donc, c'est très rassurant, je pense, pour beaucoup de personnes. Et donc, ça nous a fait plaisir. Donc, si vous voulez participer, la billetterie, elle est uniquement en ligne. Donc, vous ne pourrez pas prendre vos places sur place. On a 1100 places de disponibles, et il y a déjà un peu plus de 350 places, je crois, ou 380 places qui sont parties. Donc, ça va quand même relativement vite. On sait que par expérience, ça partira d'autant plus vite à partir de septembre, début septembre, généralement 2 mois avant l'événement, ça commence à partir. Donc, je vais vous faire apparaître notre invitée. Alors, avant de vous la faire apparaître, je vous rappelle qu'elle a quand même écrit 4 livres. Alors, je ne vais pas vous les mettre dans l'ordre chronologique. Donc, il y a Rêve ta vie et Vis tes rêves, donc 30 clés pour apprendre ta place dans ce monde. Je vous expliquerai d'ailleurs après comment on s'est connus avec Isabelle. Il y a Transmettre l'essentiel à l'école et à la maison pour construire un monde sain, heureux et solidaire, avec les contributions d'Audrey Hakoun, Isabelle Payot, Isabelle Filosa, Kevin Finel, Éric Julien, Isabelle Peloux, Sophie Rabi-Bouquet, Ken Robinson, Caroline Sost et Antonella Verdiani. C'est que des personnes que je connais, mais c'est un beau chaptel. Bravo Isabelle. Et puis,
Il y a aussi celui-là. Et si je pouvais donc... et si je trouvais enfin ce que je veux faire dans ma vie, de ma vie. Et puis le dernier, qui doit se cacher par ici. Hop. 30 jours pour trouver ma vie et vivre mes rêves. Et si je ne me trompe pas, mais Isabelle, tu nous le diras, il me semble que c'est le dernier livre que tu as écrit. Alors, je sais que tu as aussi encore en écriture d'autres livres, mais tu vas nous l'expliquer. Et donc, du coup, je vais te faire apparaître d'ici quelques secondes. Hop. Donc, normalement, tu as un compte à rebours. Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Salut Isabelle, ça va? Ouais, ça va bien. Je me suis pas trompé, c'est le dernier livre? Non, c'est le premier en fait. C'est le premier, okay. C'est pas grave. Ouais, non, j'ai commencé par celui-ci. Hein. D'accord. Et donc, le dernier que tu as écrit, c'est lequel? Et le dernier, c'est transmettre l'essentiel à l'école et à la maison. C'est celui qui est destiné aux adultes, entre guillemets, et qui porte sur l'école, alors que finalement, le premier, il était... les 3 premiers portent sur pour les jeunes, en fait. Il est destiné aux jeunes. D'accord. Okay. À accompagner les jeunes. Donc, combinaison d'orientation, développement personnel. Ok. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors, je vais juste rappeler un peu comment on se connaît. En fait, ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît, parce que tu es venu plusieurs fois au Festival pour l'école de la vie à Montpellier, qu'on organise. Tu es venu aussi au Congrès Innovation en éducation. Également. Il s'avère que on habite dans la même ville, donc c'est pratique. Donc, ça nous arrive de nous croiser dans la ville de Montpellier. Oui, en effet. Et puis, je crois en fait tout simplement qu'on s'apprécie humainement. Et puis moi, ça me faisait plaisir de te faire intervenir sur ce live, parce que je trouve que tu as beaucoup de choses à dire, que tout ce que tu fais depuis de nombreuses années est hyper intéressant. Et comme je le disais en amont, tu fais partie de ces gens qui mériteraient être connus davantage, parce que tu as un éclairage hyper intéressant dans le monde de l'éducation. Et tu n'es pas la seule, évidemment, hein, il y en a plein. Mais voilà, donc si on peut, à travers ce live, te filer un petit coup de main et accélérer l'éclairage et te mettre une belle lumière autour de ce que tu fais, ça sera pari gagné. Donc, je te remercie. Déjà, je commence par ça. Merci. Je t'en prie. Donc, je vais te laisser te présenter, parce que du coup, tu es la mieux à même de te présenter. Donc, on t'écoute. Alors, moi, j'ai un parcours ultra atypique. Alors, mais on va dire qu'il est en 4 phases. La première, c'est la phase enseignement. Et donc, j'ai été prof de l'éducation nationale en gestion. Et après, je suis partie aux États-Unis et j'ai enseigné dans une grande université. Et j'étais professeure de français, langue étrangère, donc dans l'université qui s'appelle Stanford en Californie, donc super chanceuse. Dizaine d'années, je reviens en France, je ne veux plus enseigner, je fais plein d'autres choses. Donc là, c'est un peu la partie fourre-tout. Mais il y a une dizaine d'années, je me posais vraiment des questions sur l'école, ce qu'était l'école et le projet de société et d'humanité qu'il sous-tendait. Et donc, j'ai fondé une association qui s'appelle École du Monde, acteurs en éducation, qui avait pour mission, actuellement elle est en stand-by, mais qui avait pour mission d'observer comment on fait l'école dans d'autres pays du monde pour finalement élargir notre vision de l'éducation. Moi, j'avais déjà mon expérience, bien sûr, en France, en tant qu'élève et en tant qu'enseignante, mais surtout aux États-Unis, qui a déjà un système scolaire très différent du nôtre. Et je me suis dit, mais en fait, comment ça se passe dans d'autres pays du monde? Et je voulais en fait savoir si on était en train de construire un monde en paix. C'était super important pour moi. Et en France, avec l'éducation qu'on nous donnait, pour moi, ce monde en paix, il n'était pas en train d'être construit. Et presque pour me rassurer, j'ai eu besoin de voir s'il y avait des choix qui me paraissaient un petit peu plus pertinents individuellement et collectivement pour construire ce monde en paix. Et donc, j'ai fondé cette association. On va peut-être en parler. On a mené plusieurs actions. Et puis, à un moment, il y a eu un événement qui m'a fait prendre conscience que pour faire évoluer l'école, ça allait prendre du temps. Alors que j'étais en voyage dans des pays pour visiter différents systèmes scolaires. Et donc, la 4e phase de ma vie arrive et qui est celle d'auteur. Et donc, je décide d'être chez moi et quand je rentre chez moi, d'écrire un livre destiné aux jeunes pour leur montrer à quel point ils sont uniques, magnifiques, mais qu'il leur appartient de prendre leur vie en main pour créer une vie qui leur ressemble vraiment, mais aussi co-créer un monde dans lequel ils ont envie de vivre. Et donc, j'ai commencé par un premier livre, on va dire, d'auto-coaching qui s'appelle donc 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Il a cartonné vraiment en très très peu de temps. Ouais, vraiment en l'espace de 4 mois, il est devenu best-seller parmi les best-sellers de la Fnac France. Okay. Et il est plusieurs fois best-seller. Enfin, il est best-seller. Et du coup, en fait, on a été un petit peu surpris par son succès.
mais de fait, on s'est dit qu'il y avait sûrement un besoin, en fait. Ça répondait à un besoin, celui du développement personnel pour les jeunes, couplé avec de l'orientation. Et du coup, j'ai pu en écrire d'autres. Un deuxième, un troisième. Donc, le deuxième, c'est Rêve ta vie, vis tes rêves. Le troisième, c'est Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, qui sont un peu différents, enfin, qui sont différents les uns des autres. Et puis, le dernier, quand même, c'est transmettre l'essentiel à l'école et à la maison, qui finalement est ce que je me devais de transmettre, tu sais, de mon expérience à travers les écoles du monde. Ouais. Voilà, toute cette réflexion sur plusieurs années, à la fois sur les actions qu'on avait menées ici à Montpellier et lors de mes visites d'école ou d'autres bénévoles qui avaient visité des écoles. En fait, on avait beaucoup de matière à partager et donc je l'ai partagé dans ce livre, ce dernier livre. Voilà. Donc, ce qui veut dire en fait que maintenant, on peut considérer que ton métier, c'est être auteur? Actuellement, je consacre beaucoup de temps Okay. à ce métier d'auteur. Et puis le confinement m'a permis d'y consacrer encore plus de temps. Donc, je suis en train de terminer 3 livres qui sont pour le coup écrits en coécriture. Mais voilà, oui, une partie de mon temps est consacrée à l'écriture, mais c'était l'outil, le support qui jusqu'à présent m'allait bien. Là, je vais peut-être basculer sur des formations en ligne. Okay. Parce que j'ai envie de changer, d'évoluer sur un nouveau mode de communication, peut-être plus adapté à notre époque, mais je reste de cette génération qui adore le support papier, qui adore prendre le temps d'ouvrir un livre, de le lire. Il y a quelque chose de magique aussi dans un livre, donc j'ai commencé par ça. Ouais. C'est clair. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu en fait de tout ce que tu as pu voir dans tous ces pays? Waouh. On a combien de temps? On a eu une petite heure. Ouais, alors je sais pas, c'est tellement vaste. C'est comme si tu me demandais de décrire la France, mais ouais. L'information la plus importante, en tout cas, qui m'a marquée, c'est la grande diversité des systèmes scolaires de par le monde. C'est-à-dire que je n'imaginais pas, avant de découvrir les systèmes scolaires, et puis après d'y aller, de les découvrir dans un premier temps. La première année, en fait, on avait organisé des cafés pédagogiques sur Montpellier. Et donc, tous les mois, on avait demandé à des gens issus de nationalités différentes de venir parler de leur système scolaire. Okay. Soit qu'ils avaient été enseignants, soit qu'ils avaient été élèves. Et on faisait ça par zone géographique. Donc, pays nordiques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà, on avait à chaque fois des personnes de quelques pays. Et c'était absolument fabuleux de faire ce tour du monde en 9 mois, des systèmes scolaires du monde. Et puis, l'année d'après, moi, je me suis rendue dans 6 pays et il y a 3 bénévoles qui nous ont fait des retours pour 3 autres pays. Donc, tu vois, ça fait une moyenne ça fait 9 pays, ça fait pas grand-chose, mais sur la première année, on en avait un peu plus d'une vingtaine, donc c'était déjà sympa. Ouais. Et c'est vrai que, notamment sur place, j'avais pas soupçonné, en fait, cette différence de système scolaire. Enfin, c'est toute l'organisation. On parle souvent de la Finlande, mais c'est vrai que de manière générale, les pays nordiques n'ont pas la même finalité de l'école. La finalité de l'école, c'est le bonheur, toi qui es sensible, l'épanouissement de chacun. Et comme c'est vraiment la finalité première de révéler une singularité, du coup, tout le système scolaire est organisé pour atteindre cette finalité. Okay. Beaucoup de liberté, beaucoup de bienveillance. Actuellement, le système scolaire finlandais a évolué récemment et je trouve ça assez magnifique dans le sens où, déjà, ils sont en train de décloisonner les matières. Ouais. Mais à l'époque, ce que j'avais trouvé fabuleux, et dont je témoigne d'ailleurs dans le livre, c'est que pour mettre en place leur nouveau programme, en tout cas les compétences à transmettre en priorité aux enfants, tu vois. En fait, ils avaient pris le temps de voir le monde tel qu'il était en train d'évoluer et le monde dans lequel ils voulaient vivre et de se dire, en gros, un petit peu l'objectif du livre, c'est pour vivre dans un monde sain. Alors moi, c'est sain, solidaire, pacifiste et heureux, mais pour vivre dans un monde plus sain, quelles compétences les enfants ont-ils besoin de nos jours? Et ils avaient posé comme ça une dizaine de compétences qui sont plus des savoir-être. Ça, travailler en équipe, gérer son stress, être autonome, la capacité d'adaptation, la capacité de raisonnement, prendre soin de sa santé.
Et en fait, c'était en fait toutes ces compétences socles, garder sa curiosité en éveil toute sa vie, tu vois, avoir envie d'apprendre. Il y avait l'apprendre à apprendre, bien évidemment. Et finalement, toutes ces compétences socles permettent de construire tous les apprentissages. Mais j'avais vraiment apprécié le fait qu'ils avaient fait vraiment le lien entre maintenant et le projet de société et le projet d'humanité des enfants dans 20 ans, parce qu'ils se sont dit, en fait, ce qu'on est en train de transmettre maintenant, c'est pour maintenant, mais c'est surtout aussi pour plus tard, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin en tant qu'enfants, mais aussi en tant qu'adultes dans le monde. Et j'avais trouvé ce temps de prise de réflexion hyper inspirant. Ça avait pris plusieurs années, enfin, ils avaient pris le temps vraiment de réfléchir à tout ça. Et après, derrière, les écoles ont eu 3 ans pour le mettre en place, chacun à sa convenance. Il y avait des grandes directions, des grandes orientations, mais après, les écoles pouvaient s'en emparer. Et là, il y avait vraiment une concertation entre l'école, l'équipe pédagogique, mais aussi les parents, éventuellement les enfants, et ils avaient pris 3 ans pour le mettre en place. Donc, il y avait vraiment un travail collaboratif à toutes les étapes et qui faisait sens. Du coup, on peut se laisser supposer que c'est plutôt culturel, en fait, comme réflexion. Je pense que c'est très culturel, en fait. L'école, c'est un projet culturel. Ouais, en fait, c'est évident parce que tu irais on va en Océanie, on est un petit peu des pays, un peu entre les pays nordiques et l'Amérique du Nord. Donc, ouais, il y a vraiment des grosses différences. Tu vas en Asie, où pour le coup, le travail autour du collectif est très marqué. En fait, on sent qu'il y a besoin d'une cohésion collective très marquée. Alors, du coup, on peut peut-être s'inspirer justement de ce qu'ils font. On ne peut pas faire un copier-coller, mais on peut s'inspirer et puis mener des expériences. Bah, c'est pour ça que je les ai partagés. En fait, à la base, c'était… En fait, lorsqu'on a créé École du Monde Acteurs en Éducation, c'était pas du tout dans l'idée de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, en fait. C'était d'élargir notre vision de l'éducation pour que chacun décide se pose la question, mais oui, ça sert à quoi l'école de nos jours ? Et quel est le projet de société avec ce qu'on donne aux enfants? Est-ce qu'on est en train de les aider à s'épanouir individuellement et de s'épanouir collectivement? Moi qui accompagne les jeunes derrière dans leur orientation, à trouver, les jeunes ou les adultes d'ailleurs, à trouver ce qui leur correspond professionnellement, je vois bien qu'il y a une forme de passivité. En fait, ils attendent très souvent les réponses. Ils vont pas forcément les chercher. Donc, tu vois, c'est une posture plutôt passive parce que tout le système scolaire est organisé de manière générale sur une posture plutôt passive. Ils ne choisissent pas ce qu'ils apprennent, avec qui ils apprennent, quand ils apprennent. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté. Et du coup, ça en fait des personnes plutôt passives. Et s'il n'y a pas cette proactivité à la maison, si on ne donne pas de responsabilité au sein de la maison, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que dans les pays nordiques, c'est vrai, et dans d'autres pays, Océanie, c'est pareil. Pour le coup, au Japon, c'est ce qui m'avait surpris quand même, au sein des classes, on donne des petites responsabilités à tous les enfants. Ça m'étonne. Ils sont en charge de prendre soin du collectif. Et je mets beaucoup ce lien de prendre soin du collectif. Il n'y a pas simplement une approche individuelle. Alors, chez eux, c'est particulièrement marqué, évidemment. Mais le fait de se dire, je m'épanouis moi, mais aussi je contribue au collectif. Comment je peux contribuer au collectif? Moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est clair. Mais tu sais que dans l'étude que j'ai menée pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, ce qui est ressorti en fait de toutes ces personnes que j'ai interviewées, parmi plein de choses, c'est notamment ce point-là, c'est-à-dire que pour des personnes qui souhaiteraient justement tendre vers le bonheur, un des outils, si c'est un outil, c'est de mettre à service ses talents, ses excellences pour les autres, en fait, pour le bien commun, pour le collectif. En fait, ça paraît juste évident, tu sais, dans le modèle justement pour trouver sa voie qu'on connaît souvent, qui s'appelle l'ikigai. En fait, voilà, il y a 2 pôles qui sont en lien avec les besoins du monde. Il y en a un, c'est les besoins du monde, l'autre, c'est pour comment être payé. Et dans le modèle pour trouver sa voie sur le modèle de la psychologie positive, c'est pareil. Il y a le sens de la contribution, le sens. C'est clair. Et à chaque fois que j'accompagne des jeunes ou des adultes, c'est toujours la même chose en fait. Ils ont besoin de ce lien de contribution et pourtant, naturellement, ils ne l'ont pas. Je vais te donner une anecdote parce qu'elle a été très, très marquante pour moi. J'ai donné une conférence, alors supposée être la conférence inspirante de début d'année scolaire,
à des jeunes étudiants, donc école supérieure, grande école. Et devant moi, j'avais 500 jeunes. Et je leur ai demandé, alors c'était voilà, la conférence inspirante, mais je leur ai donné plusieurs clés. Et l'une des clés, l'une des premières, j'en parle très très souvent, c'est pourquoi travailler. Okay. Est-ce que vous avez d'autres motivations que l'argent pour travailler? Est-ce que ça aide? Le pourquoi? Dans quel but? Et ce qui était intéressant, ce qui m'a beaucoup surpris, donc je leur ai demandé de lever le bras s'ils avaient d'autres motivations que l'argent pour travailler. Et en fait, sur les 500, j'en ai 5 qui ont levé le bras. Je me souviens, ouais, non, mais ils n'avaient pas, en fait, de motivation autre. Et promis, je leur avais dit, ça m'est tellement surpris, promis, je vous interroge pas, est-ce que vous avez d'autres motivations que l'argent? Donc, voilà, une école de commerce et c'est vraiment important à chaque fois de rappeler pourquoi on travaille, en fait. Chacun sa contribution pour être là, présent aujourd'hui. Et bien, il y a des gens qui me permettent de me nourrir, il y en a d'autres qui me soignent, il y en a d'autres qui me distraient, il y en a qui transmettent leur savoir, certains qui me permettent de m'habiller, d'autres d'avoir une maison, un toit, de l'eau. Et toutes ces personnes apportent leur contribution pour que le collectif puisse exister. Et à chacun de trouver quelle est sa place, en fait, à quoi il veut contribuer dans ce collectif et faire sa place. Et quand on arrive, alors je t'en donne juste une de motivation pour travailler, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ça, quand on sort de travail, juste parce que c'est normal, quoi, pour gagner sa vie, hein, et on a redonné du sens, on a reconnecté à quelque chose qui dépasse des besoins presque fondamentaux. On est sur des besoins de réalisation de soi, c'est sur la pyramide de Maslow, en haut, besoin de connexion avec les autres, besoin de contribution, et le sentiment d'avoir fait sa part, d'avoir fait la différence. C'est clair, moi c'est vraiment ce que je vis, hein. Depuis que j'ai créé mon activité en 2003. Moi j'appelle ça être dans le flow. J'ai vraiment le sentiment de vivre ça, en fait. C'est ce qui alimente mon quotidien, c'est de savoir, en fait, que je participe à poser une pierre positive sur notre planète. Et que ça permet de contribuer, d'accélérer les prises de conscience ou au moins des prises de conscience. Par exemple, tu vois, dans ce live, je me dis que s'il y a une personne pour qui peut-être ça a généré un déclic ce soir, c'est gagné, tu vois. Allez, deux. Et c'est ça, en fait, qui me motive, et je suis excité comme une puce tous les matins de me réveiller pour être actif dans ce sens-là, quoi. Donc, je comprends parfaitement, c'est clair. Ouais, vas-y, ouais. Non, j'allais te rejoindre, en fait, en disant que moi, c'est la même chose. En fait, j'ai un sens de la contribution qui est ultra fort. Et pour accompagner les jeunes et les adultes, c'est vraiment un des éléments majeurs. Il y a d'abord besoin de reconstruire l'estime de soi, de montrer que la personne a une vraie richesse, un potentiel singulier, merveilleux, parce que c'est comme ça que je vois chacun, mais bon, ça ne suffit pas de le dire, il faut derrière argumenter et trouver cette richesse, ce côté exceptionnel de la singularité de chacun. Mais derrière, quand on a reconnecté à ça, l'élément moteur, c'est pour les autres. Ma contribution, je fais ma part, en fait. Ouais, c'est ça, comme le colibri, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que tu es spécialiste en orientation positive? Alors, le mot orientation positive, pour tout te dire, c'est moi qui en ai déduit de ce que je faisais. Après, effectivement, on connaît la psychologie positive, qui est l'étude scientifique, voilà, des personnes les plus heureuses ou des organisations qui fonctionnent de manière optimale, qui est apparue il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que le terme d'orientation positive n'existait pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Je l'ai créé ainsi, mais voilà, c'est une combinaison d'orientation et de psychologie positive. Donc, tu es spécialisée là-dedans? Je suis entre autres spécialisée là-dedans. C'est ce que je continue à faire, et c'est ce que j'ai fait. Je ne fais pas que ça, mais effectivement, on en a parlé en aparté. J'écris des livres qui sont pas sur ce sujet-là actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche profondément. J'adore ça parce que, pour te dire deux mots de ce que c'est l'orientation positive, en fait, il y a 3 piliers individuels et une facette collective. Sur les piliers individuels, c'est aider chacun à explorer son potentiel, sa richesse. Et on est tous, franchement, il n'y a jamais de mauvais. Tout le monde a un potentiel extraordinaire.
Donc ça, c'est explorer, connaissance de soi, exploration du potentiel, connaissance de soi. Mais derrière, il y a à la fois le travail sur l'état d'esprit pour sortir d'une posture plutôt passive à une posture plutôt proactive, confiante, responsable. Gros travail sur l'état d'esprit, tu le sais bien. Oui. C'est l'état d'esprit qui fait 99%. Donc, l'estime de soi, de l'exploration du potentiel, travaille l'état d'esprit, mais il n'y a pas que ça, il faut travailler autrement. Et après, il y a comment je fais pour passer à l'action, c'est-à-dire passer de l'idée d'un projet à la réalité. Et comme de manière générale, les jeunes, et même des fois les adultes, n'ont pas forcément appris à le faire, cette décomposition en étapes, ce travail autour de l'erreur et de l'échec, il y a quand même un gros travail à faire pour rendre le projet où tu as l'impression qu'il faut gravir l'Everest. Ok, j'ai envie de gravir l'Everest, mais comment je vais faire? Et donc, c'est la décomposition d'étapes. Donc voilà, connaissance de soi, travail sur l'état d'esprit et passage à l'action. Et sur la facette collective, c'est vraiment recréer le lien entre l'individuel et le collectif. Je viens de t'en donner un exemple, pourquoi travailler, mais c'est vraiment important de savoir qu'on se passe dans un tout, tu vois, et qu'on n'avance pas seul. Est-ce qu'on est proche du principe du bilan de compétences? Moi, j'en avais fait 2 des bilans de compétences et souvent, c'était ce que je savais faire et ce que du coup, je pouvais faire. Alors que là, c'est vraiment… d'ailleurs, pour les jeunes, je ne regarde même pas les résultats scolaires, pour tout te dire. Et pour les adultes, en fait, je vais effectivement explorer leur expérience professionnelle, mais principalement sur les 3 piliers du métier idéal selon la psychologie positive, sachant qu'il n'y a pas un métier idéal, mais il y a plusieurs formes professionnelles qui correspondent à chacun. Mais en tout cas, dans ces formes professionnelles optimales, il y a 3 piliers, les forces, ce que l'on aime et ce qui fait sens. Donc, effectivement, je vais réexplorer le parcours, l'expérience de chacun sous l'angle de ces 3 pôles. Pour les jeunes, non, parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup d'expérience. Donc, là, va apparaître plein de questionnements. On va explorer effectivement les forces et dans ces cas-là, ça va être, par exemple, les intelligences multiples que j'utilise systématiquement, les zones d'excellence, les verbes d'action. Quelle est ton énergie d'action? Est-ce que tu es plutôt des personnes qui soignent ou des personnes qui protègent ou des personnes qui transmettent, des gens qui embellissent, tu vois? Pour déjà se reconnecter à une énergie qui est unique pour chacun. Les qualités, tu sais, ça m'est arrivé nombre de fois d'accompagner plein de jeunes en collectif ou en individuel. On leur demande quelles sont leurs qualités. Alors individuellement ou collectivement, je leur demande pas leurs qualités, je leur demande combien ils sont capables d'en citer. Mais le nombre de fois où les jeunes ne peuvent même pas me citer une seule qualité, une seule, pas une seule. C'est énorme. Et généralement, sinon, ça va être 1, 2, 3. Et on n'est pas forcément sur de la modestie, on est surtout culturellement, on n'a peut-être pas l'habitude de dire beaucoup de compliments. Déjà, donc en fait, même en termes de personnalité, de singularité, ils ne se connaissent pas. Alors tu me diras qu'à la fin de ce travail, ça fait du bien. Il suffit même de donner simplement une liste de qualités qu'ils entourent simplement, tu vois, leurs qualités. Et là, ils en découvrent plein. Ah oui, ça fait du bien. En fait, c'est juste que ça fait du bien. Et donc, voilà. C'est pas très loin de ce que j'ai constaté, moi, dans le film C'est quoi le bonheur pour vous? Il y avait, tu sais, j'ai interviewé plus de 1500 personnes. Oui, c'est ça. Et il y avait une personne sur 4 qui était incapable de me donner une définition du bonheur spontanément. D'accord, ok. Sa propre définition. C'est ce qui m'a d'ailleurs, parmi beaucoup de choses, c'est ce qui m'a donné envie de continuer à interviewer des gens parce que je me suis dit, mais je vais mener une enquête en fait. Je trouve ça trop étonnant qu'il y ait une personne sur 4 qui est incapable. Il y en a qui étaient même très gênés. Et je me rappelle, il y a même certains, je sentais vraiment des émotions fortes, quoi. Pas très loin de pleurer, tu vois, de ne pas trouver une réponse. Et j'en ai même d'autres qui m'ont écrit bien plus tard, quelques années après, en me disant, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez croisé à un moment donné en vélo, je ne sais pas où, et j'ai réfléchi à cette question, voilà ma définition. Et ça me fait penser à 2 choses. Une fois, il y a quelques années, j'avais effectivement demandé à quelqu'un, mais ça faisait partie de la discussion, c'était une soirée autour du bonheur, en fait, il y a quelques années, et je ne sais pas pourquoi, j'avais été frontale en disant, et toi, es-tu heureuse? Et en fait, la personne l'avait
supra mal vécu. Okay. Ça avait été ultra violent et j'avais pas réalisé en fait ce que je venais de faire. Donc, on avait discuté après et pour ma propre histoire en fait, il y a eu parce que tu es spécialiste du bonheur, j'ai changé des choses dans ma vie suite à une rencontre que j'ai faite il y a un certain nombre d'années et la personne m'avait dit le matin je me lève et je suis heureux. Et moi, ça m'avait vraiment percuté à ce moment-là. Et je me suis dit, ben moi, le matin, je me lève et je suis pas si heureuse que ça. Ah, et ouais, carrément. En fait, j'étais dans l'école du monde, donc tu vois, j'étais ultra engagée, mais je travaillais énormément. J'avais fait beaucoup de sacrifices parce que c'était une association, tu sais, donc je sais pas combien. J'avais un boulot alimentaire à côté. J'y passais un nombre d'heures de folie parce que ma contribution au monde était si importante et je voulais vraiment révéler d'autres façons de faire et faire réfléchir et amener à un changement. Mais j'ai réalisé que j'étais en déséquilibre. Et clairement, en fait, à ce moment-là, mais ton film n'était pas encore apparu, et puis j'ai tapé comment être plus heureux, et mais vraiment, sérieusement, c'est vrai, hein, histoire vraie. Hein. Et j'ai fait plein de démarches derrière, et qui m'ont amené à faire quelque chose que j'ai. Enfin, voilà. Je suis sur ma voie en faisant ce que j'aime, tu vois, j'ai une vie sur mesure, professionnelle sur mesure. Mais je trouve que c'est bien parce que tu mets le doigt sur quelque chose que quasiment tout le monde peut vivre, tu vois. Et moi, j'ai le sentiment que pendant le confinement, justement, il y en a plein qui ont dû se poser cette question, tu vois, parce qu'on a été sur pause de manière obligatoire et on a arrêté un peu de faire métro, boulot, dodo. Donc, du coup, on a dû être forcément confronté à nos pensées, à beaucoup de choses. Et moi, je me laisse à croire et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés toutes ces questions un peu existentielles pour voir s'ils sont vraiment en cohérence avec qui ils sont, avec les choix qu'ils ont pu faire. Parce qu'on a tellement un conditionnement dans notre société qui est tellement fort que on n'a pas le temps, en fait, tu vois, de poser, de s'occuper de soi, de réfléchir et de se poser toutes ces questions existentielles. Donc, c'est chouette de nous le partager. Je suis sûr que ça vient résonner auprès de beaucoup de personnes. Mais tu sais, de mon expérience, c'est vraiment le mot que tu as utilisé, cohérence ou congruence, tu sais. Pour moi, de ce que je vois, c'est vraiment la clé, en fait. Tu sais, c'est comme la tête et le cœur. Il y en a un qui dit un truc et l'autre qui dit un autre truc et t'es pas aligné, quoi. C'est ça. Et à partir du moment où, en fait, on n'est pas obligé de tout changer, hein, mais au moins, l'essentiel, c'est d'essayer. Ben oui. Je n'ai pas besoin de tout plaquer pour vivre mon rêve. On peut, mais des fois, c'est risqué. C'est pas forcément ultra conseillé. Moi, j'ai fait des trucs comme ça. Hein. Parfois, j'étais un peu radicale. Oui. Mais, ouais, j'en aurais peut-être tout à l'heure. Mais, en tout cas, c'était l'idée d'essayer de mettre en place des actions. L'idée, c'est qu'en fait, quand on essaie, on n'est pas sûr de réussir. Mais le fait de ne pas essayer, 100% d'échec. Enfin, en fait, la seule façon de réussir, c'est d'essayer. C'est ça. Tu vois, et je pense que c'est, en fait, pour la plupart des gens, c'est le fait d'essayer qui est source de satisfaction. Tu vois, c'est de dire, je suis en train de construire une vie qui me ressemble. Je suis en train d'essayer de faire ce qui est important. Je remets les priorités en priorité, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis pour ceux qui se lancent pas, c'est la peur de l'échec. L'échec qui est très mal vu, en fait, en France, qui est vraiment pointé du doigt, alors que dans d'autres pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, non pas qu'on le valorise, mais on dit que c'est quand même, voilà, si tu as fait des erreurs, a priori, tu ne referas pas les mêmes. Donc, du coup, ça peut être qu'une expérience positive et tu sauras rebondir là-dessus. Et nous, on voit bien, en fait, tout notre système, l'échec, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Et c'est une, d'ailleurs, des spécificités des petits élèves français. Ah oui, d'accord. Ouais, on le sait, hein. Ils sont terrorisés par l'erreur et l'échec. Et c'est vrai que je reconnais que j'ai été très influencée malgré tout sur mon parcours et ça se ressent dans mes livres sur la culture anglo-saxonne. Tu sais, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis. Ouais. Mine de rien, ça m'a impacté parce que pour plein de raisons. Et dans cette fameuse prestigieuse université dont je t'ai parlé, ils m'ont recruté à 25 ans. Et en fait, ils te donnent, enfin, tu vois, quelque part, ils m'ont donné ma chance. J'ai correspondu à leurs attentes et du coup ils m'ont donné un autre, tu vois, ils m'avaient recruté pour un trimestre et puis un deuxième et puis plus de cours et à la fin voilà très rapidement j'étais à plein temps et titulaire. Non, même temps, t'étais pas n'importe où. Stanford, c'est Californie, hein. Oui. Et ouais.
Plein cœur de la Silicon Valley. Hein. Ouais, mais Californie, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent là qui ont été en Californie, mais pour moi, les États-Unis, c'est New York, Californie. Mais tu as raison. Tu vois, c'est des univers qui sont complètement différents. Bah, c'est la taille de l'Europe, quoi. Ouais, c'est ça. Avec tous les pays dedans. Et c'est porteur, la Californie. En fait, tu sens que c'est porteur, quoi, que tu peux, comme s'il y avait une vraie culture entrepreneuriale et que donc du coup, tu pouvais justement tenter des choses, tu vois, de vivre des expériences. Et puis, si tu te plantes, c'est pas grave, tu passeras à autre chose, quoi. Ouais, et comme je te disais, j'étais en plein cœur de la Silicon Valley. Hein. En plus. Donc, du coup, effectivement, il y avait un état d'esprit go, go, go. Allez, c'est ça. Mais sur le coup, en fait, ça m'avait pas percuté dans le sens où moi, j'avais mon poste et j'étais bien, j'avais une vie très chouette. Et c'est plus en revenant en France, c'est le contraste, en fait. Oui. Tu vois, quand je suis revenue en France, pour le coup, ça a été un petit peu compliqué. Alors, j'ai pris du temps pour moi. D'abord, j'ai commencé par une année et demie sabbatique. Et puis après, j'ai repris le travail. Et tu vois, la difficulté à trouver un travail en sortant de ma casquette d'enseignante. Tu vois, j'étais fonctionnaire d'État, enseignante de l'éducation nationale. Et le fait de ne plus vouloir faire ça, pourquoi? Parce que la gestion ne m'intéressait pas plus que ça. Et donc, j'allais pas ennuyer mes élèves à faire un truc qui me passionnait pas. Ouais. Et moi, pas perdre mon temps non plus à faire quelque chose qui me passionnait pas. Et bien en fait, justement, c'est à ce moment-là que j'avais fait le bilan de compétences. C'était pas facile en fait, tu vois, j'étais étiquetée en gros formatrice comme si je n'étais pas capable de faire autre chose. Et j'avais trouvé ça un petit peu triste en fait. Et au fur et à mesure, je voyais toutes ces personnes magnifiques autour de moi. Encore une fois, j'ai peut-être cette nature à avoir un potentiel merveilleux en chacun. Et je me dis, mais ils passent à côté de leur vie en fait. Tu vois. Ouais. Et les jeunes là qui ont tout ce potentiel magique, aidons-les vraiment à révéler ce potentiel, à se prendre en main, à contribuer au collectif. C'est clair. Et j'étais vraiment très triste de ça. Et c'est voilà, d'où l'histoire d'École du Monde et puis derrière des livres. Mais est-ce que tu es amené à former des conseillers d'orientation? Des conseillers d'orientation, pas encore. Enfin, des fois, il y en a qui... Je suis en train de chercher. Non, j'ai des coachs, en fait, qui viennent. Des conseillers d'orientation de l'éducation nationale, non, pas encore. Je suis intervenue dans des écoles, tu vois, pour accompagner les enseignants qui étaient super contents parce que ça leur permettait de porter un autre regard sur leurs élèves. Donc, je donne des conférences dans les établissements scolaires quand on me le demande et je forme les enseignants et je donne des conférences aussi devant. Et moi, j'adore ça, en fait. Donner des conférences devant les jeunes, couplées à une conférence devant les parents pour qu'il y ait le même discours, qu'on entende la même chose, et éventuellement former derrière les enseignants. Ouais, c'est dommage parce que je me dis, les conseillers d'orientation, ils auraient tout intérêt justement à, tu vois, avoir une petite formation d'Isabelle Servant pour. C'est gentil. Appelle au conseil d'orientation. Ouais, bien sûr. Pour l'instant. Tu n'y as jamais pensé? Non, je t'avoue que non. En fait, non, parce que j'avais l'impression que j'étais bien occupée, mais là, c'est vrai qu'à partir de la rentrée, j'avais envie d'être plus sur le terrain. Alors, je donne des formations là, la prochaine, elle a lieu la semaine prochaine, tu vois, sur Paris, elle est complète. Mais à partir j'en ai une sur Namur en septembre, et puis après, j'ai pas encore posé les dates pour Paris et Montpellier sur la rentrée. Mais effectivement, ça serait chouette d'intervenir plus souvent au sein de, pourquoi pas au sein de l'éducation nationale. En fait, souvent, c'est qu'ils ne me font pas déplacer pour un enseignant, mais pour un conseiller d'orientation. Mais effectivement, un regroupement serait super cool. Donc, appel au conseiller d'orientation. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais avec plaisir. Parce que ce qui pourrait être aussi hyper intéressant, à mon avis, c'est il faudrait qu'on t'invite davantage. Ouais, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Parce que tu connais ce que je veux faire plus tard? Ce que je veux faire plus tard. Alors attends, parce qu'il y a tellement de sites. J'ai l'impression que oui, mais c'est plein de petites vidéos en fait sur les différents métiers, c'est ça? Non, en fait, ils ont créé une espèce de méthodologie qui, pour le coup, à destination des conseillers d'orientation, beaucoup. Alors non, je ne connaissais pas, tu vois. C'est aussi valable pour en fait, les adultes, les jeunes, etc. Et je suis en train de me dire en fait qu'il y a vraiment des connexions. Enfin, je te donnerai leurs coordonnées après. Ok. Là, pour tout te dire, cet été, je suis en train de. Actuellement, je planche sur une formation en ligne à destination des adultes, des jeunes.
et des publics qui accompagnent. Donc, il y a 3 formations, en fait, qui sont en train de se mettre en place actuellement. Okay. Et toi qui as été donc du coup dans l'éducation nationale pendant de nombreuses années. Non, pas très nombreux. J'ai fait un passage express dans l'éducation nationale. Combien de temps? 1 an. 1 an. Ah ouais, c'est express, ouais. C'est express. D'accord. Bon, en tout cas, l'avantage que tu as eu, c'est justement de t'apercevoir que finalement, c'était pas quelque chose qui allait te faire vibrer et que donc, du coup, il valait mieux pour tout le monde, pour toi et pour les élèves, que tu passes à autre chose. On est d'accord? Ouais. Et la question en fait que je me posais, c'était quel est ton regard à l'époque justement sur. Donc, tu avais ton regard sur ton métier, mais sur le système peut-être de l'éducation nationale. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, j'ai réussi le concours de l'éducation nationale en candidate libre. Donc, comme j'étais de Montpellier, on m'a envoyée pour mon année de formation à Strasbourg. Ouais, okay. C'est logique, loin de ma famille, tant qu'à faire. Et là-bas, j'ai été mise face à une classe de première d'adaptation. J'avais 40 élèves sans aucune formation. Wow. Alors, ça s'est plutôt bien passé. J'ai plutôt bien géré. Donc, j'avais des élèves de 16 ans à 21 ans, sachant que moi, j'en avais 23. Wow. Mais c'est le regard que j'avais sur cette organisation qui finalement, et là on revient un petit peu sur le modèle, désolé, parce que certains vont peut-être hurler, mais modèle finlandais où en fait, avant de devenir prof en Finlande, il y a une sélection après le bac et il y a une formation pendant 5 ans. Une formation pour devenir enseignant pendant 5 ans. Alors en France, effectivement, c'est un bac plus 5, mais on n'a pas 5 années de formation. On a 3 années de ce qu'on veut, et après on a 2 années de préparation, enfin, 1 année plus 1 de préparation au concours pour devenir enseignant. Donc en fait, on n'a pas forcément de travail sur son propre style pédagogique, sur sa propre autonomie pour enseigner, sur la gestion de groupe, sur toutes les compétences en psychologie, en communication, en animation de groupe. Il y a vraiment un travail gigantesque à faire pour faire passer un message, pour à la fois être bienveillant, mais réussir à garder 40 jeunes attentifs, motivés, dans une ambiance sereine. C'est du taf, c'est vraiment du taf. Je suis extrêmement admirative de tout le travail que font les enseignants. C'est clair. Mais pour moi, j'avais été vraiment clairement catapultée là-dedans. Et tous mes amis qui sont devenus enseignants il n'y a pas si longtemps m'ont fait un petit peu le même retour, en fait, d'avoir été plus préparés à un concours que finalement formés au métier d'enseignant avec toute la dimension, encore une fois, que cela donne. Là, on l'a vu en période de confinement où les parents, sans aucune expérience, ont été amenés à accompagner un enfant. Ici, il s'agit professionnellement d'accompagner 25, 30, voire, tu vois, dans mon cas, 40 jeunes à acquérir des savoirs. Et donc, c'est un sacré taf. En fait, il y a un décalage entre la théorie et ce que tu vis après sur le terrain. Il y avait, moi, j'avais pas de théorie déjà. Du coup, voilà, candidat libre, j'avais pas de théorie, donc j'ai fait appel à mes magnifiques souvenirs d'enseignante, et j'avais un papa enseignant. Ouais, mon père était instituteur, et je pense que c'est pour ça que j'avais cette vocation. Mon père adorait son travail. Et je crois que je suis toujours, tu vois, dans la transmission, même si c'est par les livres, par d'autres canaux. Mais voilà, il y avait pas de préparation, donc j'ai fait appel à mes souvenirs, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Tu vois, avec toute la bienveillance qu'il soit, il y avait sûrement plein d'autres choses à mettre en place. Donc, honnêtement, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était pas évident, et ça aurait pu être vraiment compliqué. Ça aurait pu être compliqué. Donc, la préparation, l'accompagnement des jeunes enseignants est à prendre sérieusement en considération. Et c'est vrai que le modèle finlandais de 5 ans de préparation, je trouve que c'est sûrement le métier le plus difficile, le plus exigeant
Et vraiment, on est en train d'accompagner les jeunes dans leurs apprentissages, à la fois en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire, de valeurs, parce que l'enseignant, par son comportement, transmet ce qu'il est aussi. Bah oui, bien sûr. C'est essentiel. Donc, en fait, il y a vraiment un travail gigantesque à faire d'accompagnement des enseignants avant de les mettre face à une classe, il me semble. Et est-ce que tu as bon espoir? Est-ce que j'ai bon espoir? Ouais. Joker? Ok. Je sais pas. Ok. Ouais. Non, je sais pas parce que ouais. Ok. Bon, alors moi ouais, Joker. Désolé Joker parce que là j'ai l'impression que non, mais en fait tout peut évoluer très vite aussi. Oui. Donc actuellement j'ai l'impression que non, on va pas forcément dans cette direction. En tout cas pas suffisamment. Mais le monde évolue très vite et des belles choses peuvent. Je vais essayer d'être optimiste en me disant que c'est ce dont on a besoin. Donc c'est vers là où on devrait tendre. Ouais. Ouais, moi, je vais être positif et optimiste pour nous deux alors. Voilà. Non, j'ai pas dit que j'étais négative. J'ai dit juste en constat que j'ai l'impression qu'actuellement c'est pas là où officiellement on va. Ouais. Mais tout peut changer tellement vite que j'y aspire et je l'espère. Bah ouais. Bah, en tout cas, de mon prisme et de ce que je vis moi à travers le festival pour l'école de la vie et le congrès, et puis bah, toutes ces rencontres que je fais maintenant depuis 7 ans, que je mets de l'énergie dans l'éducation, j'ai quand même bon espoir. En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a pris une bonne direction, mais qu'à l'image un peu de la France, on a toujours 15 ans de retard sur beaucoup de choses, et que, bah oui, c'est difficilement mesurable les petites avancées qu'on peut faire, ça c'est sûr, mais on avance, à mon sens, dans la bonne direction. Et puis, attends, juste 30 secondes, ce qui me semble aussi important, c'est de voir l'évolution des événements qu'on a créés. Et il y a un point pour moi là qui est hyper important, qui est venu un peu, j'allais dire labelliser, mais c'est pas le terme, qui est venu un peu renforcer en fait ce qu'on fait. C'est le fait que l'UNESCO souhaite être partenaire maintenant de nos événements. Et ça, pour moi, c'est quand même pas rien, tu vois, que l'UNESCO prenne l'initiative de nous contacter, qu'on ait un échange téléphonique. Maintenant, ils souhaitent aussi me rencontrer après sur Paris. Ils ont envie en fait d'être partenaires de ce qu'on fait. Bah, je me dis bon, c'est quand même pas n'importe qui, donc ça sent bon. Après, je sais que le ministère de l'Éducation nationale vient aussi dans nos événements, même si nous on n'est pas au courant. Bah, je le sais par l'intermédiaire d'autres personnes. Okay. Je sais qu'il y a des institutions, des fondations, qu'il y a évidemment des citoyens lambda, mais qu'il y a aussi des enseignants. Et donc, du coup, de plus en plus, je me dis, mais en fait, on est en train de créer un vrai mariage entre les institutions et puis des acteurs comme toi et plein d'autres, tu vois, qui créent des solutions, qui ont des idées hyper intéressantes à partager, alors qu'ils ne se rencontrent pas dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, en fait, moi, qui me porte, c'est que je me dis, bah, mince, quand même, il y a quand même 10-15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier. Il y a là, au Congrès, on va être à peu près 1200 personnes. Tout ça, ça sème des graines, ça, tu vois, ça, je pense que ça lance une belle énergie pour peut-être accélérer un peu plus les choses. Quoi. De toute façon, on a besoin que ça bouge. Bah ouais. On n'a pas le choix. Donc, effectivement, tu as raison, ça essaime énormément actuellement. On voit qu'il y a des prises de conscience accélérées. Beaucoup de gens sont demandeurs. Enfin, la demande est gigantesque. Ouais. Et les gens se forment et s'informent, donc ça bouge. Ouais. Ça bouge. C'est juste peut-être d'un point de vue un peu plus officiel où ça bouge un peu moins vite, mais après, c'est peut-être parce que il y a une grosse masse à bouger. Mais effectivement, de toute façon, on a besoin que ça bouge. Bah oui, c'est clair. Ouais. Et si tu devais, tu sais, moi j'ai un projet d'ouvrir une école, tu sais, une école qu'on peut appeler une école alternative, une école active, peu importe, que j'ai appelée l'école de la vie. Oui. Si tu devais donner une définition à l'école de la vie ou l'école idéale, en fait, ça serait quoi l'école idéale? Tu me laisses 2 secondes de réflexion. Oui. En fait, l'école idéale, si je dois répondre sans vraiment réfléchir là tout de suite, c'est celle qui fait le lien entre maintenant et le projet de société dans lequel on a envie de vivre. Donc vraiment, peut-être à mon avis, pour la construire, rassembler différents enfants et adultes, pas que des adultes pour une fois, mettre tout ce monde ensemble et de réfléchir à partir du monde dans lequel on a envie de vivre,
de quoi les enfants ont-ils besoin. Dans le dernier livre, Transmettre l'essentiel, en fait, j'avais posé 30 compétences qui me paraissent essentielles, qui sont plus des savoir-être. Il y a plein de formats d'école actuellement qui existent. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il y a un format d'école, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui sont expérimentaux. On est tous différents et actuellement, je pense que ce qui plombe un petit peu, c'est presque cette uniformisation de notre école. Ouais. Donc, on a besoin de peut-être d'autres différentes formes d'école, mais en tout cas, celle qui fait le lien entre maintenant et le projet qu'elle sous-tend. Voilà. Et qui recrée encore une fois le lien entre l'individuel et le collectif. Moi, c'est ce que je constate, c'est qu'aider chacun à s'épanouir, mais vraiment recréer le lien tout le temps avec les autres, avec l'environnement, avec la nature. Et je crois pas qu'il y ait un modèle d'école qui soit universel et qui soit adapté à chacun, parce qu'on est vraiment tous différents en fonction de nos rythmes, de nos besoins. Donc c'est quelque chose à mon avis, de très modulable. Oui. Ce projet d'école est, à mon avis, réfléchi, co-créé avec les enfants. Et régulièrement, en fait. Je crois que c'est un projet en cours, en évolution. Et donc, on peut partir avec des idées au départ qui nous paraissent bien, et après, cette école doit évoluer avec son temps et avec les besoins des enfants. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis très proche aussi de cette idée. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'on est resté sur un système, voilà, qui n'a pas forcément envie d'évoluer et qui évolue pas, en tout cas, assez rapidement. Et effectivement, je trouve d'avoir un principe d'école qui permet de suivre un peu l'évolution globale de notre société, parce que tout va très très vite, encore plus les années passent et plus ça va vite. Ça serait hyper cohérent. Mais est-ce que ça te semble réalisable? Complètement. Ouais, vraiment. Ouais, une école. Je pense que il y a beaucoup de parents qui en sont demandeurs. Les enfants, assurément, en sont demandeurs. La société en a besoin. Donc, une école qui prenne soin de chacun dans son corps, dans ses émotions, dans son développement psychologique, tu vois, vraiment quelque chose qui respecte chacun dans son développement, qui recrée le lien avec le collectif et qui suscite, si besoin est, la curiosité des enfants et qui guide dans les apprentissages. Qu'on soit plus là effectivement en soutien ou en éveil de curiosité, en ouverture de curiosité avec, c'est ce qui me vient, tu vois, en complément, c'est des personnes qui guident, entre guillemets, des enseignants, mais je ne sais pas si on les appelle des enseignants, mais les accompagnants ou les facilitateurs, qui aient fait un gros travail sur eux. Oui, c'est clair. En termes de présence, de communication, de rapport à l'autre, parce qu'on apprend principalement en modélisant, en jouant. Et donc voilà, c'est important d'avoir fait un gros travail sur soi, à mon sens, pour accompagner professionnellement des enfants. C'est clair. Et notamment un grand groupe d'enfants. Et en plus, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même suffisamment de professionnels qui peuvent justement nous accompagner dans cette démarche, quoi. Clairement, ouais, clairement. Mais pour le coup, ces écoles, il y en a beaucoup qui ouvrent. Pour moi, c'est un projet qui est complètement faisable. Oui, c'est clair. Mais alors après, moi, je dis très souvent, c'est pas la solution. C'est-à-dire? En fait, si tu veux, nous, on a créé un réseau qui s'appelle le réseau des écoles alternatives. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une carte. Et donc, je crois qu'il y a un peu plus de 1000 écoles qui sont répertoriées maintenant sur cette carte. Et donc, je vois en fait que ça prend de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus d'écoles qui veulent être répertoriées. Et donc, ça veut dire aussi que, d'après les chiffres que j'ai eus, en gros, il y a à peu près 30% d'écoles qui se créent tous les ans, donc dites alternatives. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas la solution, parce que financièrement, c'est pas accessible à tout le monde. Elles se reposent quand même toutes sur un modèle économique qui repose sur les parents. Et forcément, le coût devient quand même vite très cher et donc pas accessible à toutes les couches sociales, ce qui est dommage. Et donc, c'est dans ce sens-là, notamment, où je me dis que c'est pas la solution. C'est bien qu'il y en ait, parce que je pense que ça peut inspirer, justement, et ça doit peut-être même apporter plein d'idées, et ça va sûrement inspirer l'éducation nationale à avancer différemment. Mais à mon sens, c'est vraiment au sein de nos écoles publiques, tu vois, qu'il faudrait qu'on intègre toutes ces solutions qui sont autour de nous.
elles sont tellement nombreuses. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a genre plus de 1000 activités différentes, tu vois, donc 1000 professionnels différents avec des outils, des compétences qui peuvent aider les enseignants, les parents, les enfants. Et pourquoi on n'arrive pas à les intégrer dans notre système public, quoi. C'est ça, pour moi, la clé, elle vient de là, parce que c'est l'école qui est gratuite, quoi. Ouais. Bah, nous, c'est le parti pris qu'on avait fait hein, quand on avait fondé École du Monde, acteurs en éducation. On observait l'école publique, l'école qui était gratuite. Okay. Parce que c'était vraiment ça qu'on observait, si ce n'est, tu vois, en Suède, où les écoles privées sont aussi gratuites. Donc, tu vois, c'est encore une autre possibilité. Les écoles privées, tu peux créer une école et elles sont gratuites. C'est la municipalité qui te paie en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits dans ton école. Donc, ça existe. Mais bon, là, ceci dit, il y avait des formes d'inégalité, donc c'est pas parfait non plus. Okay. Mais c'est vrai qu'on avait étudié entre guillemets la normalité, et même dans cette normalité, style école publique, l'école d'État, il y avait quand même des disparités qui étaient absolument gigantesques. Okay. Donc oui, il y a des alternatives qui sont en train de se créer de plus en plus, et l'école publique évolue. Maintenant, est-ce qu'elle évolue assez vite? Ça, elle évolue en fait. Bah oui. Assez vite, ça, je ne peux pas dire. Ouais, moi j'ai un gros doute, ouais. Mais ouais, c'est sûr. En tout cas, il y a des envies au niveau de l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'envies. Il y a beaucoup d'aspiration à pouvoir expérimenter. Mais tu vois, il y a quelques années, je me souviens, j'étais intervenue moi aussi. J'avais été sollicitée par l'UNESCO. Et je me souviens que c'était intéressant. Il y avait un représentant de tout ce qui est innovation en éducation. Et en fait, il avait fait une remarque super intéressante en disant qu'un enseignant qui fait quelque chose de très classique, on lui demande rien, si ce n'est une inspection. Et quelqu'un qui innove, on va lui demander de justifier, d'expliquer, de faire plein de documents, en fait, une grosse documentation sur ce qu'il fait. Oui. Et donc, celui qui, quelque part, fait des choses différentes, quelque part, il avait presque plus de travail ou de justification à faire. Ouais, alors que être enseignant, c'est justement expérimenter. On a une classe de jeunes qui sont tous différents, qui sont presque, les enfants sont presque encore plus différents actuellement. Cette école inclusive amène à vraiment avoir de grosses différences. Et donc, les enseignants sont encore plus obligés d'expérimenter et de faire plein de choses. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit comment aider nos enseignants, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité d'expérimentation, le fait d'être soutenu, d'être aidé par d'autres personnes pour pouvoir mettre en place plus facilement au sein de leur classe des choses. Mais je crois que c'est ça où on a du mal en France, tu sais, liberté, égalité, fraternité. On s'est considéré que la fraternité, c'est la même chose pour tout le monde. Oui. Et cette même chose pour tout le monde, ça ne fonctionne pas parce qu'on est tous différents. Donc, ça part d'un principe, enfin, liberté, c'est l'égalité, par contre, pas la fraternité, l'égalité. Et donc, on veut donner à tout le monde la même chose. Mais en fait, comme on n'a pas tous les mêmes besoins, ça ne fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est là où il y a peut-être à donner plus de liberté et à encourager plus les enseignants à expérimenter des choses au sein de leur classe. Parce que c'est aussi très agréable de pouvoir créer, d'être créatif. Sinon, on s'ennuie si on fait toujours la même chose. D'ailleurs, il ne faut jamais la même chose, mais je veux dire, c'est aussi un plaisir d'expérimenter des choses, de voir ce qui marche avec les enfants. Mais si on pouvait leur laisser officiellement toute la liberté dont ils ont besoin, ça pourrait être… Tu m'étonnes. Les enseignants répondront à ce commentaire en disant ce qu'ils en pensent. Ouais, carrément. Moi, ça passe super vite, ça fait 58 minutes. Est-ce que tu peux nous toucher 2-3 mots sur tes livres, qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qu'on va y retrouver en fait dans ces 4 livres là, alors, je les fais super rapido, 30 secondes sur chacun. Alors, le premier, 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, c'était vraiment d'aider. Alors, actuellement, il est positionné sur les collégiens, début lycéens. En fait, c'est un livre quelque part d'orientation auto-coaching. Mon idée, c'était d'aider chacun à se voir positivement, à se responsabiliser par rapport à sa vie et à se mettre en action. Donc, pour moi, l'image, c'est quelqu'un qui se remet sur ses 2 jambes, qui se voit positivement et qui prend son projet de vie en main. Ça, c'est le premier qui a super bien marché et qui continue à très bien marcher. Le deuxième, Rêve ta vie, vis tes rêves, 30 clés pour prendre ta place dans ce monde. C'est vraiment du livre de développement perso avec 30 clés, 3 étapes, 10 clés chaque fois,
Ce qui me tient très à cœur, c'est les 10 premières clés, c'est ma contribution au monde. Comment je comprends que je fais la différence. Nous faisons tous la différence. Nous avons tous un impact sur le monde, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Quand on comprend la place que l'on a, ne serait-ce que par un sourire, par une parole que l'on va dire, le produit que l'on va acheter, ce que l'on fait, tout a un impact en fait sur les autres. Et donc, c'est prendre conscience de cette contribution au monde. La deuxième étape, c'est le travail de préparation mentale, qui est toutes ces clés que j'aurais aimé connaître super jeune et que j'ai appris très tard en termes de le fonctionnement et l'impact des pensées, des croyances, de l'inconscient. Et finalement, comment je crée ma réalité à partir de tout ce qui se passe dans ma tête et de mes émotions. Donc ça, c'est vraiment la clé de la transformation. Et les 10 prochaines clés, après, c'est tout le reste. Donc, travail sur le corps, sur les émotions, sur les relations, y compris avec un petit peu de CNV. Donc, livre de développement perso, qui fonctionne très bien aussi. Le troisième livre, et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, c'était une sorte de presque de aller plus loin par rapport au premier, qui est l'idée d'explorer la singularité de chacun. La richesse de chacun, c'est d'être unique. Et donc, c'est comment accompagner chacun à explorer donc sa singularité, sa richesse. Et derrière, il y a des clés de passage pour à l'action. Donc, du coup, c'est un livre qui se positionne actuellement sur lycéens, étudiants, éventuellement les adultes. Explorer la richesse de sa singularité. Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Et le dernier, qui est donc transmettre l'essentiel à l'école et à la maison, et qui répond à la question que transmettre de nos jours à l'école et à la maison pour aider les enfants à s'épanouir individuellement et co-construire un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. C'était épanouissement individuel collectif via la transmission école-maison. Donc, j'ai posé 30 compétences qui me paraissent essentielles. 10, rapport à soi, construction des apprentissages et rapport aux autres et au monde. Je le nourris de de mon expérience à l'international. Il y a beaucoup d'exemples de ce qui se passe à l'étranger pour enrichir tout ça et montrer ce que les autres font, juste pour nous inspirer, pas forcément pour mettre en place, mais au moins pour se dire, ah tiens, c'est possible, c'est intéressant, ou c'est génial. Et voilà. Et 9 personnalités que tu as citées tout à l'heure ont aussi répondu à cette même question, évidemment en moins de pages, en 4 pages. Ces 9 personnalités du monde de l'éducation ou très connues ont eu la gentillesse de répondre à cette même question. Plusieurs sont bien sûr créateurs d'écoles alternatives et donc ils ont posé leur regard différent, mais ça pose un regard vraiment, quand on lit ce livre, en fait, on regarde l'école différemment parce que quand on a grandi dans un pays, ça nous paraît, tout ce qu'on a vécu, ça nous paraît normal. Le fait d'avoir vécu aux États-Unis, j'ai compris que toute ma normalité venait de s'écrouler. Tout ce que je pensais être normal ne l'était plus. Et le fait de s'ouvrir comme ça à l'international, en fait, on voit les normes de chaque pays. Et donc, ça nous enrichit de cette diversité de possibilités de faire. Et c'est passionnant et c'est ce que j'ai essayé de transmettre de manière simple et synthétique dans ces livres. D'accord. Oui, parce que en fait, je trouve ça juste parce que j'ai l'impression qu'on oublie à chaque fois ou les parents ou les enseignants. Et moi, je me dis, donc c'est hyper bien évidemment de s'occuper des enfants et de créer des outils pour eux, des écoles et tout, etc. Mais on passe à côté des parents, en fait. On passe aussi à côté des enseignants. Et donc, si tu t'occupes des enfants, mais que les parents, ça ne suit pas, en fait, après, derrière, au foyer, quand ils rentrent chez eux, ça crée un déséquilibre. Donc, à mon sens, une école idéale ou un système idéal devrait justement inclure, en fait, les parents dans notre rôle de parents. D'ailleurs, tout à fait. Tu as totalement raison. Et moi, je le vois dans l'orientation. Les parents ont besoin d'être vraiment dans la... En fait, des fois, il y a... ils se déchargent, en fait, les parents, et c'est important de les remettre dans la boucle et de recréer. D'ailleurs, il y a une clé là-dessus dans le livre sur transmettre l'éducation à l'école. Alors, le livre s'adresse effectivement aussi aux parents parce que ça les amène à apporter un regard différent sur le potentiel de leur enfant, magnifique, sur ses besoins. Et donc, recréer la boucle entre, tous, en fait, unis pour un même objectif, accompagner les enfants à grandir sereinement. Encore une fois, l'école, c'est pas que je remplis ma tête. Clairement, c'est pas ça. Mais merci Isabelle. Merci à toi. C'est passé super vite. T'as vu ça? Ouais. Ça file à une vitesse.
Ben, merci encore, hein, je te souhaite une très très belle soirée. Dernière chose, pour les gens qui veulent te contacter, comment ils font? Ben, j'ai un site web en fait, www.isabelleservant.com. Donc voilà, Servant, S-E-R-V-A-N-T, Isabelle, tout attaché.com. Et sinon, contact@isabelleservant.com. Ok. Voilà. Alors, après, sinon, on tape Isabelle Servant sur un moteur de recherche et je suis largement en ligne sur plein d'endroits différents. Une dernière question, si on a besoin de t'aider, comment on fait pour t'aider? Eh ben pareil, on me contacte et moi je suis super ravie, voilà. Ok, ça marche. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Pour ton avis. Belle soirée. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Et voilà, les amis, c'était donc Isabelle Servant. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Donc, comme je vous le disais au tout début, elle a donné plusieurs conférences au Festival pour l'école de la vie et au congrès Innovation en éducation. C'était à chaque fois très, très sympa. D'ailleurs, vous pouvez retrouver normalement ces conférences sur le site du congrès Innovation en éducation. On a créé une rubrique vidéo dans laquelle on a hébergé toutes les conférences qui ont été données maintenant depuis 5 ans au festival et 3 ans au congrès. Je crois qu'on avait fait des calculs, il me semble qu'il y a un peu plus de 160 conférences, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez énorme. Et donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vais vous laisser avec la bande-annonce du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. La semaine prochaine, donc du coup mardi prochain, on sera avec Mélusine Harley, qui est une femme aussi que j'apprécie beaucoup, qui est très active aussi dans le monde de l'éducation, qui a écrit aussi plusieurs livres. Et vous verrez, en fait, c'est encore une des personnes qui mérite d'être connue. Je vous invite du coup à regarder en replay notre live parce que vous pourrez retomber sur les livres d'Isabelle Servant, notamment les pages de couverture si vous n'avez pas retenu les noms. Sinon, ce que je ferai peut-être de manière plus simple, c'est que je le remettrai dans la bio du live. Voilà. Je vous souhaite une fois de plus une belle soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parent, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation et la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que en fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.